Salut les gens! Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de chagrin d'amour. Et si je suis si enthousiaste à parler de ce sujet pourtant assez peu heureux, c'est parce que c'est l'occasion pour moi de vous parler de cette super BD que j'ai adorée. C'est de Anaïs Schenke, aka Anaïs Les Fleurs sur Instagram. J'avais découvert son compte où elle faisait des petits dessins et elle nous racontait des petites histoires en BD où elle parlait de son chagrin d'amour qu'elle était en train de vivre, pile au moment où moi-même je vivais une rupture douloureuse. C'est quand même incroyable les synchronicités. Oui, je sais que c'est l'algorithme Instagram, mais laissez-moi rêver. Bref, son compte me faisait beaucoup de bien à l'époque, puisque elle mettait en images et en mots ce que moi je vivais à ce moment-là. Ça me faisait beaucoup de bien de sentir que j'étais pas seule à vivre ça, pas seule à me sentir comme une merde notamment. Et en plus, cette meuf, Anaïs, les fleurs, elle avait l'air super cool. Donc je me disais, bah, du coup, se faire larguer, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être cool ou pas, d'être une bonne personne ou pas. Donc peut-être que du coup, moi aussi, au fond, je suis une bonne personne. Peut-être que moi aussi, au fond, je suis une fille géniale. Oui, on a besoin de se rassurer comme on peut quand on a la self-esteem dans les chaussettes. Je sais pas vous, mais alors attention, j'ai un peu honte de ce que je vais dire, mais quand je vois que même Shakira et Beyoncé se font bolos par leur mec, bah quelque part, j'avoue, ça me rassure. Je me dis, bah ça vient pas de moi, ça vient pas de nous en fait. Ah non, j'ai encore basculé dans la misandrie, on avait dit qu'on arrêtait. Et donc, quel ne fut pas mon bonheur d'apprendre que ces petites histoires sur Instagram allaient devenir une vraie BD en papier et tout, un vrai livre quoi. C'est édité d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, chez Les Insolentes, qui fait partie du groupe Hachette. Ça vaut 28 euros. C'est un peu cher, mais en même temps, ça les vaut. Ça les vaut 1000 fois. Et donc, c'est, alors peut-être pas à 100%, mais très largement autobiographique. Je sais plus si j'ai dit le titre, ça s'appelle Fragments, rassembler les cœurs brisés. Alors, dans cette histoire, on suit Colline, qui est en couple avec Aubin, depuis 6 mois. Je pense qu'ils ont la trentaine dans l'histoire. Leur histoire semble très bien, très très bien se passer. Aubin a notamment l'air hyper amoureux, il est aux petits soins pour Colline, il lui fait plein de compliments, il se projette beaucoup dans le futur avec elle. Colline, elle en est ravie. Il lui présente notamment sa famille, il parle de mariage, il lui envoie des milliards de textos trop cute toute la journée. Ça a l'air d'être la passionne, et pourtant, un jour, il la quitte. Et accessoirement, il la ghost pendant quelques jours aussi, parce que sinon, c'est pas marrant. Je suis vraiment triste pour vous que mon chien n'était pas dans le cadre parce qu'il a failli se casser la gueule. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'après cette séparation et ce ghosting un peu brutal, n'est-ce pas? Elle se met à regarder l'histoire forcément par un autre prisme. Et là, elle se rend compte que en réalité, ce que faisait Aubin, et bah c'était du bon vieux love bombing, ce qui est accessoirement un énorme red flag. Alors, petite parenthèse, c'est quoi le love bombing? Je prends ma petite définition et je vous la lis de ce pas. Il s'agit d'une technique de manipulation moderne qui se traduit par une démonstration d'affection au tout début de la période de flirt ou de dating visant à obtenir de l'attention, de l'affection et de la dépendance chez l'autre. Une technique vraiment sympa. Alors, l'histoire ne dit pas si Aubin a fait ce love bombing de manière consciente et manipulatrice ou pas.
En revanche, l'autrice explique que, au-delà du fait qu'en effet ça peut être une technique de manipulation vraiment dégueulasse, ça peut aussi être tout simplement un besoin, une envie de flatter son ego. Bah oui, parce que en fait, passer pour un mec super, surtout aujourd'hui que la plupart des gens sont misandres, enfin, quand je dis la plupart des gens, je parle de la plupart des femmes, quoique je connais pas mal d'hommes qui sont misandres également, mais je m'égare. Voilà, du coup, passer pour le mec qui a pas peur de s'engager et qui est hyper amoureux, c'est sûr que ça dénote un peu. On n'en voit pas tant. Donc, ça attire l'admiration de tous. Et donc, voilà, quelque part, c'est aussi un peu pour flatter son ego. Peut-être que Aubin faisait ça. Alors, c'est hyper flippant quand même, hein, ce truc, parce que tu te dis comment avoir le recul et le sang-froid nécessaire pour t'apercevoir au moment même où tu es en train de tomber amoureux de quelqu'un qu'il est en train de te faire du love bombing et que c'est pas juste la passionne du début. Galère. Et aussi, moi, ça me questionne vachement parce que moi-même, je me suis déjà emballée sur des histoires, parfois les premières semaines ou les premiers mois, et puis bah, ça retombe comme un soufflet, ça arrive. Du coup, je me dis, quand moi j'ai cru à un truc et que j'ai dit à l'autre, ouais, c'est super, je suis trop amoureuse, et qu'en fait ça retombe, est-ce que j'ai fait du love bombing à ce moment-là? L'autrice explique que forcément, se remettre d'une rupture avec une personne qui a pratiqué le love bombing, c'est encore plus difficile que de se remettre d'une rupture normale, entre guillemets, car la personne avait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans votre vie, ne serait-ce qu'en vous envoyant des dizaines, voire des centaines de textos par jour, trop milouches. Donc quand ça disparaît, forcément, il y a un énorme vide, et le manque qu'on ressent tous après une rupture est encore plus grand quand la personne a eu ses agissements. D'où l'importance capitale, si je puis me permettre, de se lâcher la grappe avec ces histoires de trouver sa moitié ou des âmes sœurs. Ça n'existe pas, d'accord? Et de prendre garde, de bien nourrir tout son monde quand on est en couple et pas uniquement sa relation amoureuse. Je vous renvoie à ma vidéo, c'est l'épisode 7, je crois, où je parlais justement que, en fait, quand j'ai fait un exercice d'auto-coaching là-dessus, je m'étais rendu compte que ma vie amoureuse n'était qu'un sixième de ma vie globale, ce qui était quand même assez incroyable puisque j'avais l'impression que quand j'étais en couple, ça prenait toute la place. Alors après, la BD, bah, elle raconte en fait bah, le chagrin d'amour, hein, la galère de Colline pour remonter la pente. L'autrice retranscrit à la perfection comment on se sent, notamment à quel point on peut se sentir en dehors de notre vie à ce moment-là, en marge de tous les autres finalement et de la vie qui continue alors qu'on a le cœur brisé. Comme c'est difficile de faire semblant d'être avec les autres dans le train de la vie qui continue alors qu'en réalité on est complètement encore bloqué sur le quai. Cette impression que ça ne va jamais s'arrêter également. Et puis la honte qui peut s'emparer de nous. Personnellement, je me souviens d'avoir ressenti cette honte à un moment donné dans mon dernier chagrin d'amour quand j'ai trouvé que je mettais trop de temps à m'en remettre. Je me souviens que j'étais vraiment, je me flagellais. Je me disais que j'étais vraiment nulle de ne pas être encore remise de cette histoire. Je me voyais vraiment comme une grosse victime et j'osais même plus en parler à mes amis parce qu'en fait, je les avais sursoulés déjà avec cette histoire. Hein. Vous savez bien comment on est après un chagrin d'amour, on déclenche le pleur sec des copines. Merci à elles d'ailleurs. Big up à mes copines que j'ai saoulées, clairement. Donc à un moment donné, on se dit, je peux plus. Là, c'est bon, je vais les saouler. Enfin, je vais les sursouler parce qu'elles étaient déjà saoulées. Et puis à un moment donné, voilà, enfin, elles vont en avoir marre et elles vont avoir pitié de moi. Enfin, là, je vais commencer à devenir pathétique. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a dit, ah mais tu sais, moi, j'ai déjà mis 2 ans
à me remettre d'une histoire. Alors, ça m'a pas rassurée hein, sur le coup, parce que moi j'en étais loin, j'avais déjà fait 1 an, je crois, à ce moment-là. J'étais là, encore 1 an comme ça, non, non, je vais pas tenir. En réalité, bah si, tu tiens, parce que t'es obligé. Alors, j'ai pas remis 1 an de plus quand même à m'en remettre, je vous rassure, mais j'ai quand même mis, je sais pas, des mois encore supplémentaires après ça. Mais l'important, c'est que quand il m'a dit ça, surtout, je me suis dit, ok, en fait, il n'y a pas de règle, je me suis lâché la grappe. Et je me suis dit, bah non, en fait, t'es pas nul, juste, bah, c'est comme ça, parfois, oui, on met 2 ans à se remettre d'une histoire douloureuse. Ça arrive. À un moment donné, un jour, c'était fini. J'étais guérie, je sais pas comment, je sais pas pourquoi à ce moment-là, je sais pas pourquoi ce jour-là, mais c'était comme ça. Elle parle aussi, l'autrice, bien entendu, de la façon dont ça impacte notre ego, une rupture non choisie. Comment on va ne pas se sentir assez, pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez marrante, et que c'est forcément pour ça que l'autre est parti d'ailleurs. De quelle manière ça creuse ou ça crée notre peur de l'abandon, hein, qu'on adore. Et puis, à un moment donné, j'arrête de vous spoiler l'histoire, il va falloir que vous la lisiez, mais il va se passer un truc assez important, assez what the fuck, qui va faire basculer Colline dans sa phase de colère au niveau de son deuil amoureux. Et là, l'autrice nous explique bien à quel point cette phase, elle est quand même très importante dans le deuil, parce que c'est quand même un moment où on reprend le contrôle un petit peu, où on n'a plus du tout envie que l'autre revienne, et que ça fait quand même sacrément du bien de plus l'attendre, de plus penser qu'on a besoin de lui, et surtout même de commencer à se dire qu'en réalité on vaut bien mieux que ça. Il y a un truc également qui m'a beaucoup parlé dans l'épilogue de la BD, c'est ce que l'autrice appelle le SAV post-rupture. Elle raconte à quel point c'est important de donner des explications autant qu'on peut quand on quitte l'autre. À quel point c'est hyper important de répondre aux questionnements de la personne en face, autant qu'on peut, encore une fois. Et à quel point il ne faut évidemment surtout pas ghoster les gens. Parce qu'en fait, moins la personne que vous quittez a d'explications sur pourquoi vous la quittez, et plus elle va galérer, et plus elle va mettre de temps à se reconstruire et à s'en remettre. Donc, soyez sympa, prenez 2 secondes, communiquez. Franchement, ça coûte pas grand-chose. Vous raconter une fois de plus ma vie, car pourquoi pas. J'ai notamment moi une gratitude énorme pour cet ex à qui j'avais eu besoin de poser des questions et de demander des explications alors que ça faisait des mois qu'on n'était plus ensemble, mais que j'avais des trucs qui me tournaient en boucle et je me disais je peux pas en fait aller l'emmerder parce que ça fait des plombes qu'on n'est plus ensemble et c'est pas légitime. Et puis au bout de je sais plus combien de jours que ça tournait en boucle, je me suis dit en fait tu sais quoi, on va même si c'est pas légitime, on va quand même le tenter parce que pourquoi pas. Et en réalité, cette personne bienveillante a répondu à mes questions de manière très gentille et très claire. Et je me souviens que, au-delà du fait que c'est vraiment très sympa, ça m'avait surtout, une fois de plus, vachement aidé dans mon processus de deuil qui était en cours. Pour finir, à la fin de cette super chouette BD, vous avez énormément de recommandations, de références dont elle parle dans le livre. Moi, en lisant ces petites recommandations, j'ai découvert notamment le podcast Phoenix, qui a été créé par Bérangère Krief et Marine Baoussou, que j'adore, et qui voilà, est un épisode diffusé par Slate, je crois. Il y a 28 épisodes, un truc comme ça, mais des épisodes parfois très courts, donc en fait ça s'écoute assez vite. Elles avaient créé ce podcast suite à une rupture de Bérangère Krief, donc voilà, du coup elle est en plein dedans et c'est pas mal. Je suis archi deg de pas avoir découvert ce podcast quand moi-même j'étais dans le mal, car ça m'aurait vraiment beaucoup aidé.
Mais écoutez, soit vous le gardez au chaud pour votre prochaine rupture, soit vous pouvez l'écouter. Moi, je l'ai écouté là, alors que je ne suis plus en chagrin d'amour, mais j'ai trouvé ça super. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Trêve de galéjade, si vous-même en train de regarder cette vidéo là présentement, vous êtes pas bien du tout parce que vous êtes en chagrin d'amour et que vous avez l'impression que vous avez envie de crever, n'hésitez pas à vous faire aider sérieusement avec un psy ou une psy parce que parfois, en fait c'est vraiment dur les chagrins d'amour. Et voilà, encore une fois, quand on se casse la jambe, on met un plâtre et on marche avec des béquilles. Donc quand on se casse le cœur, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas le faire réparer chez le médecin des cœurs brisés, à savoir les psychologues. Je m'énerve toute. En attendant, je vous envoie plein de force, je vous fais des gros bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.